Jimbo Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 0799. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Agora, là où les idées se choquent et s'entrechoquent. Nous vous invitons aujourd'hui à participer à notre émission qui aura pour thème le défi des perspectives constitutionnelles et économiques de l'Afrique. Nous avons comme invité aujourd'hui le docteur Georges Alula et M. Malik Linzozo, l'analyste politique. Les questions aujourd'hui tourneront autour de l'état actuel de la démocratisation. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la démocratie subit tant d'entraves dans son processus. Et à la lumière du bilan sommaire qui s'est passé en Afrique, que nous avons observé notamment avec le Burkina Faso, l'analyse politique, M. Malik Linzozo, M. Georges Alula, vont nous donner leur point de vue suite à leur expérience sur la politique en Afrique. Nous allons commencer avec M. Malik Linzozo. Dites-nous un peu, quel est l'état actuel du processus de démocratisation en Afrique? Bien, mais merci d'abord de l'invitation. Je suis très content d'être ici. Je voulais, dans un premier temps, saluer tout le peuple africain. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est quelque chose qui doit interpeller tous les enfants de l'Afrique. Et donc, parlons du processus. Je crois que le processus, c'est d'abord quelque chose qui est en vue, qui est en marche. Il y a... Quand même depuis l'Afrique est la petite fille de la démocratie, c'est depuis 1990 que la démocratie a été, je dirais, imposée. Oui. Donc, en Afrique. Ce qu'il faut comprendre en démocratie, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde où la démocratie est parfaite. Donc c'est pourquoi on parle de processus. Exactement. Donc elle ne pourra pas être parfaite. Il va falloir un certain nombre d'événements, comme c'est ce qu'on vient de voir, pour essayer de donner, rendre même la définition. Parce que lorsqu'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, par là on entend l'exercice parfait du peuple dans la décision de qui doit prendre le pouvoir. Mais comment... de 1990 en 2014, Monsieur Georges Alula, comment vous voyez l'évolution de ce processus? Comme Monsieur Linzozo a dit, c'est un processus. Elle n'est pas parfaite, la démocratie, mais c'est un processus. Mais comment voyez-vous un peu l'évolution du processus de démocratisation depuis 1990 dans une vue globale en Afrique en général? En tout cas, je dirais qu'il y a deux types d'Afrique. Quand je dis deux types d'Afrique, il y a l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Anglophone, exactement. Et on a vu des pays où la vague de démocratie des années 90, comme vous l'avez souligné, démarrait et continuait son bonhomme de chemin. Ça a continué sans arrêt. Sans arrêt. Donc le Ghana, par exemple, on a vu la succession des chefs d'État. Au Nigeria, nous avons eu des cas, même d'un chef d'État qui est mort, sans que ça crée des troubles. La continuité de l'État. Nous venons de vivre un cas tout à fait particulier en Zambie. Le chef d'État est décédé en Angleterre. Il a été remplacé par son vice-président qui est totalement blanc, qui fait qu'il va conduire le pays vers les prochaines élections. Et il a déjà déclaré qu'il ne sera pas candidat aux élections. Exactement. Juste pour appuyer sur ça, chers analystes politiques et téléspectateurs, le cas de la Zambie, malheureusement, ça a été étouffé par l'événement de Burkinabé, mais c'était un cas vraiment très important à souligner, chers téléspectateurs. Selon la constitution zambienne, ne peut être président que celui qui a une descendance des parents zambiens. Mais nous avons vu un cas particulier. C'est un autochtone, quelle que soit la couleur de sa peau. Il est né là, mais juste pour avoir péché d'avoir des parents qui étaient d'origine d'ailleurs,
il ne peut pas accéder à la magistrature suprême. Ça, c'est une bonne leçon de démocratie. Bien que la Constitution dise qu'il ne peut pas briguer, mais en attendant, il est président de la République et le peuple zambien l'a accueilli sans xénophobie ou racisme. C'est un peu ce point-là, M. Jalula, que vous avez dit, et M. Linzonzo a précisé que c'est tout un processus. Et M. Aloula a bien précisé qu'il y a deux Afriques, celle francophone et celle anglophone. Donc, nous avons remarqué aussi l'Afrique, paradoxalement, l'Afrique francophone a un peu beaucoup... Évolué? Non, ça n'a pas évolué, mais je dirais plutôt qu'il y a eu beaucoup trop de recoins là pour qu'ils avancent. Donc, on ne sait pas, des montagnes, des bousculades. C'était pas il n'y a pas de processus lisse. Est-ce vrai? Oui, mais comme je disais, vous donnez un seul exemple d'un pays où la démocratie a été limpide. Moi, je crois qu'il n'existe pas. Même ici, aux États-Unis, nous avons vu que parfois, on prend toujours l'exemple des États-Unis comme étant l'exemple parfait de la démocratie, mais il n'y a pas... C'est qu'il ne l'est pas. Il n'y a pas longtemps que 40 ans où nos frères africains, américains dans ce pays n'avaient même pas le droit de voter. Or, quand vous parlez de la démocratie, on ne peut pas faire une démocratie avec la moitié de la population. Donc, là, déjà, ce sont les imperfections. Bon, c'est vrai que le docteur Aloula parlait de l'Afrique anglophone et de l'Afrique francophone. Je crois que... deux Afriques. Oui. Deux Afriques sur le thème de démocratisation. Mais en termes de processus, vous avez le cas du Gabon, par exemple. Le Gabon a eu une transition démocratique assez... Et oui, avec Mme Rogombe qui a succédé, qui a conduit la transition. Et elle a rendu le pouvoir et elle est retournée sur son tablier en tant que président du Sénat. Il y a eu une élection. Il y a eu une élection qui s'est passée. Bon, bien sûr, pour une démocratie jeune, les contestations, elles sont là, mais le processus de transition a été établi comme il fait. Donc, ça fait dire que c'est possible. Donc, peut-on compter de cela que de la mauvaise foi de certains pays, parce que nous avons pris deux Afriques, une Afrique anglophone, qui a beaucoup plus d'exemples que l'Afrique francophone. Mais on a remarqué qu'il y avait plus de cas. Mais je voulais juste aller avec M. Georges Aloula. Dites-moi, M. Georges Aloula, pourquoi la démocratie subit-elle des entraves dans son processus? Les entraves dans le processus démocratique viennent des effets extérieurs et des effets intérieurs. Exactement. À l'intérieur du pays, ça dépend du système que vous avez. Mais aussi, il faut savoir qu'au niveau des États, il y a cette influence extérieure qui peut venir empêcher par rapport aux intérêts qui sont... Vous pouvez nous donner exemple quel facteur extérieur comme... Je prends l'exemple... Les pays occidentaux. Je prends l'exemple au Mali. Vous prenez le Mali, lorsque Moussa Traoré a déposé dans les années 90, il s'est fait rappeler, ou du moins quand le processus des élections sont passés, je crois, je ne dois pas me tromper, Moussa Traoré a été réélu, malgré qu'il avait, les militaires avaient fait un coup et qu'ils l'ont écarté. On a vu le général Amadi Toumani Touré qui a dit « je mène la transition, je me retire ». Il l'a fait, il s'est retiré, il est revenu, il a été élu. Avant la fin de son deuxième mandat, les tergiversations à l'intérieur et la chute de Muammar Kadhafi n'ont pas aidé les Mali à rester ce pays stable qui a été connu. Exactement. Donc ça, c'est l'effet extérieur de quelque chose qui est déplorable pour le Mali. Quand vous prenez l'exemple de certains pays comme l'exemple qui viendra à la tête, la Côte d'Ivoire, ou encore la Côte d'Ivoire avec le président Bédé, la succession de ces troubles à l'intérieur qui ont fait que aujourd'hui on se retrouve avec un ancien chef d'État à la Cour pénale. Candidat, bien sûr, oui. Oui, qui est à la Cour pénale internationale, avec un autre candidat. Bon, la démocratie, toujours dans ce processus avec des couacs, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec des chefs d'État qu'il faut emporter, qui ont été, comment dirais-je, investis au niveau de la tête de l'État. Ça nous a donné un goût amer de ce qui pouvait se passer en Afrique. Mais bon, comme c'est la jeunesse, et beaucoup de pays sont passés dans toutes ces difficultés. Et à la limite, si on ne voit pas ces difficultés, on peut se poser des questions.
On connaît dans les histoires de ces grandes nations la guerre de 100 ans. On sait que celui qui a construit le château de Versailles a été guillotiné, pour l'exemple de la France. Et le temps d'arriver à cette démocratie que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça a pris du temps, ça a pris du chemin, des entraves. Donc monsieur, vous êtes d'accord que le processus de démocratisation que nous voyons, nous devons accepter, comme M. Josalo a dit, il y aura des entraves forcément, parce que nous n'avons jamais parlé d'une démocratie parfaite. Oui, mais vous savez, la chance qu'on a, c'est parce que l'Afrique, par exemple, on peut regarder à l'extérieur, on peut regarder le pays de l'Occident, et puis s'inspirer de cette démocratie, et puis la rendre parfaite dans le pays, pourquoi pas. Là où le problème, c'est que nous sommes d'abord des pays colonisés. Oui. L'Afrique, beaucoup de pays africains sont des pays colonisés. Donc la pesanteur de cette colonisation-là souvent ne nous rend pas service. Vous prenez le cas par exemple du Gabon que j'ai beaucoup plus de maîtrise. La France, la mainmise de la France, la politique africaine, la politique française de l'Afrique parfois est contradictoire avec les principes. Avec le principe démocratique, exactement. Donc parfois on veut quelque chose de son contraire. Étant leur chasse gardée, voilà. Donc ils vont toujours, ils ne veulent pas perdre de la main. Absolument. Donc c'est ce qu'on peut, on reproche un peu aux Occidentaux, parce que parfois ils veulent quelque chose de leur contraire. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis. Ils ont des dictateurs qu'ils aiment et qu'ils ferment les yeux sur l'entreprise de leurs actions. On a vu avec l'Égypte par exemple, Moubarak c'était un dictateur connu de tout le monde, il était supporté par les Américains. Il avait des grosses sommes, des millions de fonds, des milliards de dollars, qui étaient donnés chaque année pour soutenir son régime. Et donc, lorsque vous voulez juger la démocratie africaine, il faut absolument que l'on comprenne les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique, la population africaine est obligée de se prendre en main. On ne peut plus compter à 100% sur l'extérieur, parce que l'extérieur a parfois des intérêts un peu spéciaux qui font que bon, ça devient une contradiction. Donc ce qu'il faut faire, c'est que l'Afrique doit prendre une décision. Elle doit prendre une décision plus que jamais. Pour éviter les entraves. Voilà, des entraves. Il faudrait que l'on prenne la destinée de nos pays en main. Donc, comme M. Georges, M. Aloula et M. Linzanzo, vous avez précisé que les entraves sont dues aux facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Il faudrait que nous essayions de nous prendre en main et analyser. Et maintenant, je voudrais revenir à la lumière du bilan sommaire de la démocratie en Afrique. Pensez-vous que la démocratie est un luxe, comme l'avait dit Charles de Gaulle? Je dirais... Que la lumière, ce qui se passe à un moment, ici, quand même d'avoir un constat. N'est-ce pas un luxe? La démocratie n'est-elle pas un peu trop calquée avec la démocratie à l'Occident? Ou bien nous devons avoir une démocratie qui s'adapte au contexte actuel, comme M. Linenzo a dit? Parce que si nous prenons trop de là-bas, de l'Occident par exemple, nous n'allons jamais l'adapter avec le contexte. Ce qui fait que nous avons un président qui pense qu'il est normal d'être là pendant 27 ans. C'est à mettre aussi avec les générations. C'est-à-dire que le général de Gaulle a dit en 1960. Oui, oui. Bon, quelle génération encore? Je pense que c'est plus de 50 ans là quand même. Non, je vais dire que le monde nous a prouvé comment le monde est interdépendant. Vous avez souligné, Malik a souligné un point. Par exemple, lorsqu'on voit les intérêts de la France dans le contexte de la guerre froide, et aujourd'hui, là où l'économie est devenue les points clés, on a compris qu'il ne suffit pas d'affamer les Gabonais pour que les Français soient bien. Il faut que les Gabonais puissent aussi manger pour que la France soit bien. Okay. S'il y a trop de Gabonais affamés, ils vont venir vers la France. Exactement. Donc, ils vont créer un chômage. Mais non, mais je ne pense pas qu'ils aient créé une telle politique. Ils ont essayé de plus prendre. Non, la politique française en Afrique, dans le passé, c'était ça. Elle n'est pas très luisante pour la politique française, parce qu'il faut regarder les colonies françaises. Il faut faire la balance, par exemple, entre ce qu'eux ils prennent et ce qu'eux ils donnent en échange, non pas à la population, mais aux dirigeants. Vous avez, je crois, M. Nizonze au courant, lorsque le scandale des Elf est sorti, il voyait comment la population gabonaise, en tant que pourcentage sur la manne pétrolière, ils avaient, c'est scandaleux. C'était à peine 5%, je pense. J'ai été témoin lors du sommet France-Afrique de voir 2 générations de chefs d'État africains discuter de certains types de
les contrats qui sont signés avec la France ou les grandes compagnies pétrolières. J'ai vu le président Alpha Condé souligner qu'aujourd'hui, si vous nous amenez un contrat, on va vous demander la copie du contrat que vous avez signé avec l'Angola, la Guinée-Bissau, le Nigeria, pour que nous puissions la copier et la mettre en pratique. Ce qui fait que ce n'est pas les mêmes contrats qui ont été signés avec le Gabon ou la République du Congo. C'est quelque chose d'assez important pour les nouvelles générations que je suis en train de dire. Il y a aussi vraiment profiter de cette émission pour souligner quelque chose d'important. Lorsqu'on voit que nous, en anglais, on dit you, que vous soyez big, petit ou grand, you. Et en français, on dit tu ou vous, en fonction de votre poids ou de valeur. Mais ça pose aussi un problème au niveau des gouvernements. Pourquoi un chef d'État comme Nicolas Sarkozy perd le pouvoir, il tutoie ses collègues, l'ancien maire de Bordeaux, qui est son concurrent aujourd'hui pour reprendre la tête de l'UMP. Il y a son nom qui est en train de m'échapper. Laurent Fabius était au niveau du PS. Mais ce sont des gens qui ont été premiers ministres et qui acceptent de devenir ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que entre le président et les ministres, on s'appelle par des prénoms. Il n'y a pas cet aspect-là de se dire que moi je suis le président, appelez-moi seulement président, vous me donnez la condescendance comme un chef d'État, comme un roi. Ça permet ces passages faciles, des passages de flambeau. J'ai fait mon terme, je les passe. Obama a été baraque pour ses collègues. Si on comprend bien, comme dans le contexte de processus de démocratisation, certains chefs d'État ils ont mis cette barrière-là entre le gouvernant et le gouverné, et les collaborateurs. Et les collaborateurs, pourquoi? Parce que, regardez... Je dirais collaborateurs, mais je ne pense pas qu'ils ont été à la tête du roi, qui pensait être... Ils n'ont pas appelé les autres collaborateurs, ils ont appelé les autres, tout sauf collaborateurs, c'est le terme. Mais la culture africaine, moi je crois qu'il y a quand même une... je ne sais pas si c'est une confusion de concepts ou bien une considération qui parfois nous oblige à calquer nos valeurs sur les valeurs occidentales. En tant que Bantou, lorsque je m'adresse à un aîné, je peux dire grand frère, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y ait un certain respect entre nous. Je peux être le président de la République, mais vous savez que je vous êtes mon grand frère, vous en appelez monsieur le président. Nous sommes dans un cadre et donc je ne crois pas que le tutoiement ou bien le vouvoiement de la culture française puisse avoir l'impact dans la volonté que les Africains peuvent avoir d'établir un système démocratique en Afrique. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs dans nos cultures. Par exemple, le droit de naissance. Si dans votre famille, vous êtes le plus jeune, que les plus grands ne sont jamais mariés, dans la culture africaine, ça peut avoir, oh non, moi je peux pas me marier déjà parce que mes aînés ne se sont pas encore mariés. Mais ça, ce sont les aspects négatifs de la culture, de nos cultures qu'on peut enlever. Donc on ne devrait pas suivre la culture ou bien non, c'est-à-dire on doit suivre la culture telle qu'elle est et calquer. En toute culture, il y a des côtés positifs et des côtés... Oui, en toute chose, c'est qui équilibre la nature. Même la soi-disant démocratie à l'occidentale n'est pas parfaite. Pas du tout. Et on voit, c'est pourquoi on parle toujours de processus. Exactement. J'ai pris l'exemple des États-Unis. Il y avait des femmes qui ne pouvaient pas... Ils ont voté, il y a une ségrégation, les Noirs ne votaient pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne se dit pas sur les médias. Nous, en Afrique, on a des présidents, on a déjà des présidentes aussi. Des femmes qui sont présidentes de la République. C'est un bon nombre déjà. Et pourtant, les États-Unis ne sont qu'à un stade où ils sont en train de réfléchir si c'est vraiment possible. Mais ça, on n'en parle pas. Oui. Et donc, quand on parle de la perfection de notre démocratie, on a fait des avancées. S'il faut voir vraiment le temps, en 1990, partout dans la majorité des pays, c'est vrai. Il y avait que le monopartisme. Aujourd'hui, on a accéléré ce processus. On ose quand même parler. Oui. Donc en gros, quand même, les entraves sont là, mais le processus a évolué un tout petit peu. Et dans ce contexte-là, je vais vous poser, le peuple burkinabé, comme vous avez vu, s'est exprimé violemment pour dire non et avec virulence à toute manipulation de la Constitution. Quelle est votre
opinion sur cette situation. Nous commençons par M. Liznozo. Oui, mais écoutez, je crois que c'est une bonne chose. Et le message doit En quoi cela est une bonne chose? Une bonne chose parce que Être dans la rue, c'est une bonne chose? Non. Ce que je voulais dire, c'est que il faudrait que le peuple africain comprenne que la Constitution est un document sacré. C'est la loi fondamentale. Voilà, donc. et puis, aucun président en Afrique, un beau matin, il change la Constitution. Si on veut vraiment respecter mais parce qu'à la fin de la journée, il faut se poser la question de savoir si la démocratie est un système qui donne le pouvoir à un seul homme, qui est le président, ou la démocratie, c'est un pouvoir qui est censé être décidé par la population. Donc si on veut changer la Constitution, la première des choses, je crois que c'est faire un référendum. Demander au peuple. Donc vous pensez qu'un référendum, il faut appeler au peuple, en appelant au peuple pour décider? Absolument. Alors, nous en revenons à M. Djadaloula. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ce qui s'est passé au Burkina, la réaction du peuple burkina, c'est une leçon. Dans l'échange que nous sommes en train d'avoir, dans le processus que décrit Malik, il y a ce que nous appelons en anglais « listen, learn ». Quelle leçon nous tirons de tous ces incidents que nous rencontrons dans ce processus? À partir des incidents rencontrés dans le processus, on crée quelque chose de plus solide. C'est pour ça que on fait des amendements dans la Constitution. Quand on fait un amendement par rapport à un problème majeur, mais par exemple, la règle ici aux États-Unis ou dans certains pays, quand vous touchez les points clés de la Constitution, ça ne s'applique pas à votre mandat. Ça s'applique à vos successeurs. Ça se met la mise en place est faite Donc cela pourrait être comme une proposition. Nous en reviendrons là-dessus pour voir un peu comment les constitutions peuvent être rédigées de manière un peu compréhensive. Mais que pouvons-nous retenir de cela, de ce qui s'est passé, M. Liznozo? Oui, mais je crois que l'une des choses qu'on peut retenir, c'est que désormais, le peuple africain a son mot à dire. Je crois qu'il y a un de manifestants... La parole au peuple. Oui, il y a un des manifestants burkinabé qui a lancé un message jusqu'à parler à ses frères du Congo, qui a dit, écoutez, on lance un message fort à nos frères du Congo pour dire qu'il faudrait qu'ils comprennent que nous ne sommes pas comme eux, qui écoutent beaucoup les religieux, les prêtres qui sont là, les manipulateurs, les musiciens, tout le reste. Exactement. J'ai vu le message. Il faut absolument que le peuple congolais prenne sa responsabilité, la destinée en main. Et moi, je partage ce point de vue. Et je crois qu'à la fin de la journée, il va falloir que les questions d'ordre démocratique ne soient pas seulement laissées à un pays tout seul. Nous devons... Mais nous avons l'Union africaine, c'est soi-disant l'Union africaine, qui pèse, qui est 2 poids 2 mesures. Mais aussi les peuples. Vous savez, l'Union africaine n'a pas fait grand-chose, par exemple, pour la situation en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Ils ont tenté, mais le résultat est là. On a vu le Mali, c'était un organe de consultation. Oui, mais donc je crois que ça aussi, il va falloir que les pays occidentaux qui ont l'habitude de nous faire des leçons de morale, qu'ils nous disent exactement quelle est leur position. C'est soit ils sont pour la démocratie, ou ils sont simplement en train de jouer un jeu qui parfois le peuple sont confus. Hein, vous savez, lorsque la soi-disant communauté internationale a lancé les attaques sur la Libye, dont le prétexte était sécuriser le peuple. Sécuriser le sauvetage du peuple. On se demande aujourd'hui, vous allez dans un pays comme le Congo, où le peuple congolais souffre depuis des années. On a vu les attaques récemment à Béni, on a vu une MONUSCO qui reçoit près de $1 milliard par an et qui ne fait rien. Donc c'est devenu tout un business. Cette communauté internationale, qu'est-ce qu'elle fait? Donc finalement, est-ce que c'est une communauté internationale d'intérêt? Ou bien nous sommes là, des gens qui sont sérieux. Donc il est temps, et j'insiste là-dessus, il est temps que nous les Africains, que nous prenons notre destinée en main et que le peuple commence à se parler. Parce que c'est vrai, on a les institutions comme l'Union africaine. Mais il va falloir créer un courant de que les peuples se parlent. Que les peuples se parlent. Et ce qui est important, parce que la technologie nous a permis de comprendre, regardez un peu, c'est pas quelque chose que je pourrais
porter au-delà comme une fierté, mais je regarde comment le printemps arabe s'est passé. Les résultats sont ce qu'ils sont, mais certains des peuples se sont parlés, sauf l'Afrique noire. Je pense que ça a été une occasion pour nous aussi. Ça a résonné comme un tsunami à la minute même. Tout peuple africain a remarqué que le peuple de l'Afrique subsaharienne pouvait faire quelque chose. Monsieur Aloula, nous avons des élections en 2015, en 2016 au Rwanda, au Gabon, au Burundi et en RDC. Quel est le conseil que vous donnerez par exemple à nos compatriotes là, pas seulement l'exemple du Burkina Faso, mais à la lumière de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme exemple, comme avant-propos, comment se comporter, comment être vigilant? Je parlerai beaucoup de la vigilance parce que c'est ce dont la plupart de ces pays-là ont. Demain, le Burundi, ils sont en tergiversés. La République démocratique du Congo, ils tergiversent aussi. Ils ne savent pas comment faire. Donc, voici les deux prochains qui viennent. Quel message vous lancez à cela? On dit souvent que les conséquences, quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tous ces chefs d'État qui sont là devant un choix entre... Ils ne devraient même pas l'avoir parce que c'était un choix. Bon. Non, ils ont le choix parce que quand on est au pouvoir, on a le choix de se faire mal comme Blaise Compaoré l'a fait. Ouais, ouais. Parce qu'il y a 2 ans... il a fait son choix d'ailleurs. Il a fait le choix de rester. Non, de se faire mal. De se faire mal. Et quand mon souci à moi, c'est que c'est comme si vous sacrifiez votre entourage, les membres de votre famille, les gens qui vous ont soutenu, la majorité présidentielle. Alors qu'au lieu d'utiliser ce temps pour désigner la personne qui va vous remplacer, définir les stratégies marketing... Oui, mais monsieur Jean Aloula, ce que vous pensez, c'est une stratégie de personnes qui sont patriotiques. Nous avons le cas de quelqu'un qui est patriote. Un individu qui est patriote ne reste pas autant. Pour la simple raison, monsieur Lintozo, vous avez pu le remarquer, la succession n'est jamais préparée dans ce pays-là. La succession n'existe pas. Pour le simple propos, vous avez dû remarquer, chers amis téléspectateurs, lorsque le président François Hollande envoie une lettre officielle à M. Compaoré, lui faisant d'éloges d'avoir été médiateur, d'avoir aidé le Mali et plusieurs pays africains. Il lui a dit, nous, la France vous aidera à postuler dans les des institutions internationales. C'était un message fort pour lui dire, il est temps pour vous de penser qu'après la présidence, il existe une vie. Jeune Afrique a relaté un fait, ce que le président Compaoré a dit, pas exactement, mais j'essaie de traduire en disant, il avait dit auparavant qu'il se sentait trop jeune. Voyager dans le monde, amener la paix et voir son pays s'enflammer et être un problème. Juste pour relater ce que vous dites là, que M. Nzozo, les gens n'ont pas, ces dirigeants-là ne préparent pas la succession. Et voilà un peu comment ça a mené. Je vous ai parlé tout à l'heure des relationnels qu'on a avec les membres du gouvernement, avec son exécutif. Parce que si vous considérez que votre ministre des Finances ou de la Défense a les capacités de vous remplacer, vous allez commencer à les regarder autrement et aussi à les préparer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans ces États africains qui sont jeunes après la colonisation, on a cet aspect un peu royal, un peu... mentalité, là, le roi et le roi. La famille royale, etc. Exactement. Donc, ce traitement-là, au niveau de l'exécutif, permet de pouvoir se dire que, ben, écoute, nous travaillons ensemble. Qu'est-ce que le Ghana a fait? Puisqu'on n'allons pas chercher ailleurs que ce qui est fait. Le président qui a remplacé le président Rawlings, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « Je ne laisserai à personne de toucher un chevet à Rawlings parce que moi aussi, je souhaiterais qu'à la fin, que celui qui va me remplacer ne touche pas à un de mes cheveux qui me protège. » Aujourd'hui, John Rawlings est là. Il a même envoyé tellement à l'aise qu'il est influent dans le parti politique. Sa femme s'est même présentée aux primaires des élections. Elle a été sérieusement battue et elle s'est rétractée.
Donc, M. Zoudan en a parlé de la crise au niveau des rois qui ne veulent pas avoir une succession. Mais ne pensez-vous pas qu'ils sont tous dans la logique qui tue par l'épée mourra par l'épée, ou la méfiance à la Chaka Zulu, il faut tuer tous les enfants, les jeunes hommes, sinon ce sont eux qui vont prendre la tête. Moi, je pense qu'ils sont un peu dans cette logique-là. Non, je crois plutôt que l'Africain a toujours un esprit. Bon, je ne dirais pas Afrique parce qu'on a vu dans certains pays les vice-présidents ont bien pris la tête, comme la tête, l'exemple au Nigeria, nous avons le cas en Zambie, on a eu encore le cas dans un autre... La continuité constitutionnelle s'est bien faite parce qu'il y a un poulain qui était désigné là constitutionnellement et ça s'est fait de manière un peu démocratique. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours un esprit qui nous pousse toujours au pardon. L'Africain, c'est pardon. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que... La preuve, la colonisation. Nos présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, généralement, c'est seulement un problème de cœur. Sinon, si quelqu'un a le courage de venir dire, bon, c'est vrai que j'ai fait de mauvaises choses, mais j'aime tellement mon pays, je ne veux pas m'éterniser, je vais chercher à réduire les mandats de la présidence. Moi, je crois que les Africains donneront beaucoup plus de mais ce qui se passe souvent, c'est que les gens... Mais l'appétit vient en mangeant, monsieur. Vous savez, vous arrivez là, vous avez un peuple très idolâtrique qui sont là, les loges, nul n'est humaine aux éloges. Donc, n'est-ce pas là le problème là? Non, mais vous savez, le problème, c'est tout peuple. Et vous regardez à travers le monde, ici aux États-Unis, l'idolâtrie, ici, là, c'est même pire. Ici, c'est même pire. Moi, je suis à la chance de tourner avec les politiciens américains. Je reviens, j'étais même avec le candidat lieutenant-gouverneur qui veut être gouverneur, M. Brown. J'étais avec lui tout à l'heure là. Mais les gens viennent. Nous sommes tous les êtres humains. Le problème, c'est les institutions. Il va falloir... Une crise d'institutions jusqu'à... Non, c'est-à-dire que nos dirigeants à la sortie de la colonisation, n'ont pas été des dirigeants qui étaient au service du peuple. C'est-à-dire que lorsqu'on nous a donné la soi-disant indépendance, c'était une indépendance piégée, et tout le monde le sait. Donc vous avez vu là... Une indépendance prématurée. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez la France qui fait semblant de donner l'indépendance comme ça aux pays africains. Or, ceux qui viennent au pouvoir ne sont pas des pays, ne sont pas forcément les dirigeants qui sont choisis par le peuple. Donc, ils sont là pour servir les intérêts de l'Occident. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un esprit de... quand vous regardez un McDonald's, vous voyez un manager qui est là, mais le McDonald's ne l'appartient pas. Il est là, c'est seulement quand quelqu'un... vient, qui n'est pas juste en charge provisoirement, mais les grandes décisions, il ne les prend pas. Il ne les prend pas. Donc, malheureusement, c'est un peu là. Donc, vous voulez dire que certains pays africains fonctionnent comme les franchises? Bien sûr, ce sont des franchises de l'Europe et puis de l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on appelle, entre autres, la France-Afrique. Mais dans un sens. Donc, il va falloir que... Est-ce que cela est vrai? Je l'entends depuis longtemps. Est-ce que cela est vraiment vrai que cette France-Afrique-là faisait vraiment la franchise? Moi, je pense bien qu'il va falloir que l'Afrique commence à lancer un message. Moi, je vais aussi essayer un peu de relativiser. Pourquoi je peux relativiser? Je vais te donner un exemple. À l'époque de Mobutu, il y avait Kadhafi. Et si on regarde sur le plan social ce que Muammar Kadhafi a fait pour le peuple libyen, c'est les jours et la nuit avec ce que Mobutu a fait chez nous. Et quand on voit les pays qui ont connu la guerre, comme l'Angola, arriver au stade où ils sont aujourd'hui, avec à la tête le même président qui a pris... Ils sont au niveau, ils donnent de l'argent à leur colonisateurs, qui est le Portugal. Depuis près de 30 ans, l'Angola a atteint un niveau où les Portugais font la quai à l'ambassade d'Angola au Portugal. Donc les renversements économiques du poids du rapport entre l'Angola et le Portugal est assez important. Et quand on voit la crise économique qui a secoué toutes les grandes puissances, c'est pour ça que je parlais d'une autre génération. Aujourd'hui, la France a compris qu'en changeant les méthodes, les modes de relations
qu'ils ont avec les pays africains. Ils vont donner la chance à la nouvelle Donc génération. une vraie coopération, cette fois-ci bilatérale, c'est plus unilatéral comme ça a été. Nous, on les a appris de traiter avec l'Afrique comme les États-Unis traitent avec eux. Les États-Unis traitent avec la France, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, tous ces pays qui ont reçu l'aide américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont une présence militaire, sécuritaire dans ces pays-là, pour garantir les investissements, etc. Et leurs intérêts. Alors maintenant, il y avait aussi la guerre France-États-Unis, puisque la France et les États-Unis se font aussi la guerre sur le plan économique. Et tous, ils se font la guerre. Merci. Mais l'arrivée de la Chine les oblige aussi à se regarder autrement et à conjuguer leurs intérêts ensemble, puisque les États-Unis et la Chine sont des ennemis qui sont dans la tête des Africains, mais en réalité, la Chine et les États-Unis coopèrent ensemble. Donc, tout ça, ça fait partie des processus de choses que nous, on a compris, que nous devons ramener. Et regardez, posez-vous aussi la question, pourquoi les États-Unis ont fait venir près de 500 jeunes Africains et ils les ont balancés dans les entreprises, dans les organisations, dans les institutions pendant un mois pour faire comme des stages, comme des stagiaires, parce qu'ils veulent investir sur cette jeunesse-là. Donc, justement, M. Joalou, regardez au regard ce qui se passe là. Vous voyez, est-ce que vous pensez que la situation sociale en Afrique ne progresse pas vraiment, comme on le voit? Y a-t-il un lien avec la démocratisation? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, on n'avance pas. Est-ce que c'est à cause de la démocratie? Non, mais moi, je suis optimiste. Je pense qu'on avance pas comme la... Bien sûr, on ne va pas avancer comme les pays européens. Il leur a fallu 200 ans. Nous, c'est juste 30 ans. C'est la petite fille qui sait à peine marcher. Mais il est vrai que les pays occidentaux, que ce soit ils sont conscients que l'Afrique, c'est la prochaine frontière. Parce que la jeunesse africaine est vraiment énergétique. Vous voyez, les Africains sont partout dans le monde. Et chefs d'entreprise, récemment, je crois que dans une conversation avant ce débat-là, on parlait déjà du jeune qui a créé son propre iPad. La tablette. Mais récemment, il vient de aussi créer son propre téléphone maintenant. Donc, à l'époque, l'emballage se faisait en Chine. Je crois que récemment, il a annoncé que ça va se faire au Congo même. Donc, ça, ce sont des cas de figure. Il y en a qui sont connus, il y en a qui ne sont pas connus. Mais relation avec la démocratisation, est-ce qu'il le fait parce qu'ils se sont dans un climat plus démocratique, non persécuté, ou bien parce qu'il est plus à l'aise parce que le roi a dit on va t'aider? Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Le roi, j'appelle les dirigeants. Pour ceux-là qui ont fait plus de 15 ans, ce sont des rois. Mais rapidement, vous savez, c'est vrai que la démocratie s'occupe beaucoup de plus de l'aspect politique. Mais il y a toujours un impact sur le social. Mais bien sûr, mais lorsque vous prenez le cas de la Chine, il n'y a pas de démocratie là-bas. Et pourtant, vous savez que le développement économique de la Chine était à 2 chiffres. C'est vrai que c'est descendu jusqu'à 7%, mais c'était à 10%. Oui, c'était à 10%. Là, c'est un peu descendu à 7%. Certains experts économiques sont en train de parler de peut-être descendre jusqu'à 6%. Mais il faut le dire, la Chine n'a jamais eu un système de démocratie à l'image de la France ou des États-Unis. Et pourtant, l'aspect économique avance très fort. Et il y a des stratégies qu'il faut mettre, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour faire avancer un pays économiquement. Mais la démocratie, quand vous la voyez, comme une locomotive. Locomotive qui permet un bon fonctionnement des institutions. Parce que c'est quand il y a aussi une ouverture, dans les possibilités aux gens de bien réfléchir à l'aise, ils n'ont pas de problème qui va prendre le pouvoir prochainement. Donc une certaine paix là, avec une stabilité, avec, voilà. Avec un futur certain. Voilà, donc quand vous avez la stabilité, ce qui se passe, c'est que vous avez des investisseurs qui viennent, parce qu'ils savent que bon, il n'y aura pas de problème. Parce que dans nos pays, souvent c'est quoi? Vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, et puis il y a un coup d'État. Comme ce qui arrive au Burkina. Voilà. Vous savez, s'il y avait un contrat minier à signer, absolument. Il y a eu 3 présidents en 3 minutes. Il y a un 4e président qui est là. Bon, moi, si je suis investisseur, voilà, je ne sais pas, je vais voir le général, je vais voir le général à la retraite et je vais voir la dame. Et qu'est-ce que la dame va dire? Et qu'est-ce que la dame dira? Moi, je suis pas. Donc, on a essayé de parler tout à l'heure là sur la situation sociale. Ben, on peut conclure que la situation sociale peut être influencée par la démocratie, mais pas tout à fait, parce que la Libye
quoi qu'on puisse dire, n'était pas un système démocratique. Et la manière dont la Libye fonctionnait aujourd'hui n'a rien à voir avec la plupart des pays du Sahara. Je pense que là où on peut, dans chaque pays, dans tous les pays africains, nous avons des leçons à tirer. Quelles sont les leçons à tirer, par exemple, si on va au Guinée-Bissau? Guinée-Bissau, si vous partez à la tête, il y a eu un coup d'État. Le chef d'État qui est arrivé, il a fait plusieurs années à la tête. Il a 29 ans, je crois, ou au plus à la tête du Guinée-Bissau. Ouais. Aujourd'hui, quand vous allez en Guinée-Bissau, ils ont une politique d'habitation. Ils ont offert un logement à tous les Guinée-Bissau. La gestion même de la ville, la modernisation, ils en font profiter à leur peuple. À l'exemple... Donc en gros, monsieur le docteur, juste pour appuyer ce que vous dites, donc la démocratisation, certes, peut conduire, moderniser, mais ce n'est pas le facteur. En fait, ce sont les individus, les dirigeants, eux, qui peuvent amener la modernisation, pas forcément par la démocratie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment, une partie du peuple ne peut pas se mettre là à critiquer qu'on n'avance pas parce que la démocratie n'est pas là. On peut le nuancer puisqu'on a des exemples patents. Tout à l'heure, juste une petite parenthèse, parce qu'à la lumière de ce qui s'est passé encore au Burkina, est-ce que lorsque le peuple fâché doit toujours descendre dans la rue, est-ce que cela est une bonne chose? Ça fait partie du processus démocratique. Est-ce que cette démocratie dit, parce qu'il faut aussi être... on peut tout condamner à M. Compaoré, c'est vrai. Bon, il avait toujours aussi un mandat à finir, quelle que soit la tentative qu'il avait faite. Mais... Il aurait failli d'une simple déclaration, la même qu'il a fait le soir, pour dire que je ne serai pas candidat aux élections et je ne toucherai pas à la Constitution. Okay. C'est une petite phrase qui a pris 15 secondes et qui aurait changé, qui aurait toujours le Parlement, qui aurait le gouvernement et ils auraient fait une certaine transition. Donc le peuple, lorsque le peuple est fâché, M. Linzonzo, vous devez aller dans la rue, vous exprimer. Mais moi je ne crois pas qu'il y ait un problème avec... On n'a pas dit un problème, on demande, est-ce qu'on parle aujourd'hui? La descente. Il n'y a pas de problème avec la descente dans la rue. Et le docteur l'a bien précisé. Je crois que c'est une forme d'expression dans la démocratie. Ce qu'il faut blâmer dans la descente dans la rue de certains peuples, c'est la cassure. Parce que vous savez, lorsque vous cassez, les pillages et autre chose. Demain matin, ce sont vos impôts qui vont donc servir. Nous avons vu le peuple burkinabé très organisé le lendemain, ils ont nettoyé. Oui, mais à quoi ça sert donc de casser? Je crois que casser, dans un premier temps, vous savez, on ne peut pas maîtriser le peuple. Hein. On ne peut pas maîtriser le peuple quand la masse, parce que la masse réfléchit comme la masse, on ne peut pas maîtriser. Mais en tout cas, on peut dire que le peuple est le souverain suprême. Il ne faut pas fâcher le peuple. Nous reviendrons tout à l'heure, chers amis téléspectateurs, restez à l'écoute. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pouvoir, une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook. Voilà, monsieur Malik Linzonzo et Dr Josaloula, au regard de différentes lois fondamentales votées dans plusieurs pays africains, pensez-vous que ces constitutions-là cadrent? Je dis bien cadre avec la réalité du pays. Monsieur Josaloula, votre enseignement. Les pays africains sont très jeunes, ils ont accédé à l'indépendance. Ils n'avaient pas nécessairement les constitutionnalistes adéquats pour montrer nos constitutions. Les constitutions étaient calquées sur les expériences des pays colonisateurs. Et nous avons aujourd'hui, les experts, les Africains, ont appris qu'ils peuvent être de très bons constitutionnalistes. Le problème au niveau de nos constitutions, c'est que ça dépend à quel moment on veut aller dans la Constitution pour faire des révisions ou des amendements.
les mécanismes d'amendement de constitution, le peuple, les gouvernements ne l'ont pas encore trop pratiqué pour que ça devienne une habitude et que la question ne puisse pas choquer. Si je prends l'exemple du pays comme la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les changements de constitution ont été faits à des mauvais moments. En 2011, avant les élections, on a passé les élections de 2 tours à un seul tour. Et maintenant, voyant, on est à 2 ans des échéances des prochaines présidentielles, on veut aller encore dans la Constitution. Ce qui donne... Donc, ce n'est pas adéquat. Non, c'est l'intention de celui qui veut faire les changements. S'il veut changer, c'est que ce n'est pas adéquat. Non, si d'abord celui qui a mis la Constitution qu'on a votée, c'est lui-même qui vient vers les changements de la Constitution. C'est lui qui déclare l'inadéquation. C'est lui-même qui décide. Il dit, je fais une Constitution, je vote, on lui donne la majorité. 5 ans plus tard, il dit, non, j'ai oublié, il ne faut pas 2 tours d'élection, il faut un seul tour. En 2011, il dit, non, on avait oublié, on avait mis les termes de président à 2 termes. Non, on doit faire sauter pour passer à 3. Alors là, vous provoquez la population qui va passer à la phase de protestation et prendre la rue. Monsieur Linzozo, que vous pensez? Amendement ou bien l'adéquation? Mais écoutez, pour que ça marche, il va falloir que l'on détache le rôle du président par rapport à tout ce qui est constitution. C'est vrai que le président a un aspect aussi d'Europe, mais il ne faudrait pas que le président, pendant son exercice, dise un mot sur le changement d'une constitution. Si vous prenez... il faut séparer alors le pouvoir, totalement le pouvoir judiciaire qui n'arrête un peu comme au Pakistan. Vous voyez, là, le président n'a rien à voir avec vous ne pouvez pas, le pouvoir judiciaire. Le président Barack Obama ne peut pas se lever à aller changer le pouvoir dans la constitution. Parce qu'il y a les sénateurs qui sont là, c'est au travail. Si vous voulez que l'Afrique soit respectée, il va falloir que l'on fasse une différence. Le président en Afrique, c'est un peu le monsieur à tout faire. C'est le roi. C'est le roi. Donc cet aspect doit être enlevé. Si on essaie de séparer les rôles, je crois que s'il y a même des changements dans la Constitution, il va falloir que l'on mette clairement, que l'on dise clairement que désormais le président n'a plus ce pouvoir de changer une Constitution pendant qu'il en exercice ce pouvoir. Donc du coup, avant même de penser au changement de la Constitution... Monsieur, vous dites, le président, comme dit M. Jaloula, tout changement, ok, mais cela ne devait pas entraver... Donc, oui. En toute sorte, c'est-à-dire, comme parlons le langage juridique, la loi ne devait pas être caduque, quelle que soit la nouvelle loi votée. Mais vous savez parce que si elle est caduque, ça veut dire que c'est ce qui joue avec la Constitution. Toute loi, nouvelle loi votée rend caduque l'ancienne et puis ça annule le mandat. Donc, oui, vous êtes d'accord pour qu'on fasse, on change la Constitution? Moi, le changement doit être dû à une urgence. Vous savez, lorsque on avait ici certaines lois qui n'embrassaient pas la présence des Noirs ici aux États-Unis. Donc ça, c'est une urgence sociale. Mais est-ce que changer le mandat politique à aller de 5 ans à 7 ans, c'est quelle urgence? Il n'y a pas une urgence à changer le nombre d'années d'un président en exercice. Donc je crois que tout changement doit être dû à une urgence sociale qui appelle non seulement à la population d'examiner la situation, mais surtout de donner le pouvoir à ceux qui ont le droit de voter les lois. Donc, le président ne doit pas s'impliquer dans le processus. Et surtout qu'en Afrique, lorsqu'il s'agit de faire des amendements, c'est souvent l'aspect combien d'années au pouvoir qui est beaucoup plus cause problème en Afrique. Donc je crois que... Monsieur Linzozo, chers amis téléspectateurs, nous tirons fin à notre émission. Nous allons, avant de conclure, demander 2 questions fondamentales que nos amis téléspectateurs vont comprendre. Référendum ou amendement? Doit-on changer la Constitution par référendum pour justifier le pouvoir par le peuple? C'est que le peuple burkinabé a refusé d'ailleurs. Ou nous devons faire des amendements? En quelques mots, vous avez 30 secondes. Référendum ou amendement? Si les points majeurs qui peuvent créer des troubles à l'ordre public, puisque ça, on le sait, la question qu'on veut porter au référendum ou l'amendement qu'on veut faire dans la Constitution, on connaît son impact sur le plan public.
Donc, le choix de l'amendement, comme dans les cas de ce qui a été fait au Congo, on n'a pas fait un amendement, plutôt, amendement ou Référendum. Il a fait un amendement de la Constitution pour passer les élections de 2 tours à un seul tour. Là-dessus, s'il avait annoncé que le changement que je vais faire pour 2016 était d'abroger cette disposition que j'avais prise, tout le monde l'aurait applaudi. On n'aurait même pas discuté. Exactement. Monsieur Georges, comme il dit là, je pense que, chers amis téléspectateurs, beaucoup ont remarqué, c'est une question de timing, comme vous avez dit. Le timing, donc le délai à demander, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. C'est tricher, c'est être, vous êtes juge et parti. Lorsque vous êtes en position de force, vous êtes à l'aise, mais lorsque vous voyez que les élections approchent à 1 heure des élections, vous changez les règles du jeu. Ça, malheureusement, chers amis téléspectateurs, c'est ce que nous avons remarqué. Et nous voulons appeler la jeunesse africaine à conscientiser cela. À savoir que si vos dirigeants aujourd'hui veulent changer la Constitution, ils doivent se référer au peuple souverain. Mais ce n'est pas à n'importe quand cela doit se faire. Ce n'est pas la veille des élections. La veille, attendons par là, 24 mois avant une élection, toute constitution ne devrait pas être amendée. Et si elle est amendée ou mise entre référendum, la loi portant sur la durée du mandat du président ne devrait pas être caduque. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis sûr. Okay. Chers amis téléspectateurs, nous tirons à la fin de cette émission. Avant de terminer, nous voulons avoir un dernier mot sur M. Georges Aloulal. Docteur, dites-nous un peu quelle serait la meilleure durée pour un candidat présidentiel? Disons pour un mandat présidentiel. Quelle serait la durée exacte pour éviter un peu ces imbroglios-là? Au niveau des pays africains aujourd'hui, la durée d'un mandat présidentiel entre 5 ans et 7 ans maximum. Au premier tour? Non, les termes du président, la durée du mandat d'un président doit durer entre 5 ans ou 7 ans. Parce que nos pays sont... Par mandat? Par mandat. 5 ans ou 7 ans par mandat. Donc potentiellement 10 et 14 ans, voire la même personne. Pour la même personne. Pourquoi si on veut arriver au mandat qui est de 4 ans ici aux États-Unis, la machine tourne tellement fort parce que pour 2016, au départ d'Obama, il y a déjà les candidats à la présidence qui se sont déjà lancés à la course. C'est leur conscientisation. C'est eux qui savent qu'ils vont se mettre. Personne, la Constitution ne leur dit pas qu'il faut vous mettre là. Eux-mêmes, ils savent. Oui. Ils sont responsables. Oui. Donc, moi, je dirais 5 ans. Au pire, dans certains pays, en fonction des ressources disponibles, de les faire à 7 ans. 7 ans. Le Congo aujourd'hui est un pays très vaste. Et ça pose un problème sur le budget du pays pour organiser les élections. Ça, c'est à vérifier. C'est une volonté. C'est une volonté. Au niveau lorsqu'on est numéro 1 avec du cuivre, autre chose, le budget ne devrait pas être là après 15 ans ou 17 ans au pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi que là, ça ne se vend pas bien, ce produit-là. Monsieur Linzozo, qu'est-ce que vous pensez? Oui, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais je voulais dire... Si vous avez 30 OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le mandat présidentiel en Afrique, maximum, devait être 5 ans. À terme. À terme. Maximum. Et là encore, pour les 5 ans, il faut encore qu'on voit c'est pas 4 ans qui décident. Et la raison étant le fait que au cours des dictatures, nous avons par exemple, on a eu un peu 2 ans. Vous savez, quand vous regardez un peu l'Afrique, de toutes ces années, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, nous a montré que ce n'est pas le nombre d'années qui fait développe un pays. Exactement. Donc, nous devons, c'est nous les Africains, on est bien placés aujourd'hui pour dire exactement. Le nombre d'années n'est pas une solution au développement du pays. Donc, parce que nous assistons toujours des lestages. À cause des barrages d'Inga n'est toujours pas fait. Voilà. Donc, si un pays comme les États-Unis, le pays le plus puissant au monde, a 4 ans d'exercice d'un président, pourquoi un petit pays africain comme le Gabon va avoir 7 ans? Pourquoi? La preuve, c'est que le premier qui était là, il a fait 42 ans, il n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'on va encore donner 7 ans? Donc je crois qu'il faut couper tout ça là, 4 années. Exactement. Et 4 années va donner
l'esprit, comme disait le docteur Alula, l'esprit que je ne suis pas là pour longtemps, je dois respecter mes... Quand tu sais, c'est comme un chef de classe qui fait rotatif à chaque trimestre. Vous êtes là, un trimestre, vous savez que le prochain trimestre, c'est l'autre, donc vous ne pouvez pas le maltraiter, parce que ça va vite venir et vous serez... Donc l'alternance doit être toujours voilà. Donc visible. Le plus important, ça va être les institutions. Si les institutions sont fortes, on s'en fout qui est président. Parce Exactement. que Bill Clinton, Bill Gates s'en fout de qui est président des États-Unis. Exactement. Donc c'est un peu ça ma position. Ok, chers téléspectateurs, merci d'avoir participé à cette émission. Je vais remercier le docteur Georges Alula et l'analyste politique M. Malek Linzozo. En conclusion, chers amis, vous avez suivi nombreux cette émission dont les principaux termes étaient de savoir si la constitution africaine évoluait vraiment. À notre avis, comme M. Georges Alula a dit, il faut un mandat de 5 à 7 ans. M. Malek Linzozo voulait même préconiser un mandat de 4 ans. Pourquoi pas? Parce qu'on peut conclure de cela que durer à la présidence n'a jamais résolu le problème de l'Afrique. Ce n'est pas en restant là pendant plus d'un quart de siècle que vous allez développer. Nous préconiserons, personnellement, je dirais un mandat à certains pays d'Afrique de 1 tour, 7 ans. Et comme ça, la prochaine législature saura déjà qui sera là. Lorsque vous avez un seul mandat de 7 ans, et que cette personne automatiquement ne va pas se présenter, il se mettra au travail. Personne ne veut se mettre au travail parce qu'ils pensent à un futur qu'ils vont toujours maîtriser. Ils ne veulent pas travailler. Mais nous, la nouvelle génération, nous allons pousser ces gens-là à être au travail, à se mettre au boulot pour le peuple et par le peuple. Et nous verrons comment ils vont essayer de rester en place pour changer la Constitution. Mais il ne le fera pas parce que vous, le peuple souverain, avez décidé. Chers amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi. C'était Agora, là où les idées se choquent et s'entrechoquent. Nous vous verrons la semaine prochaine pour notre prochaine émission. À bientôt.